Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le 30 novembre 2018 et aujourd'hui, le focus sera porté sur l'inflation pardon en zone euro. Nous aurons également le PIB au Canada, mais surtout le G20 qui débute aujourd'hui, qui continuera également demain. Nous avons le fameux dîner entre Xi Jinping et Donald Trump qui aura lieu donc demain soir, pendant lequel nous devrions avoir, enfin en tout cas ces deux présidents on devrait discuter des relations commerciales. Ce matin, nous avons des sources américaines et chinoises qui indiquent qu'un accord provisoire entre les deux pays pourrait être conclu, ce qui permettrait ensuite plus de temps de négociation et surtout le d'empêcher les États-Unis ou la Chine d'appliquer des nouveaux tarifs douaniers, un petit peu comme l'accord prévisoire qu'il y a entre l'Union européenne et les États-Unis en ce moment. Je vous rappelle, juin-juillet dernier, nous avons Donald Trump, Washington, qui menaçait l'Union européenne d'appliquer des tarifs douaniers sur les voitures importées. Nous avons eu ensuite l'Union européenne qui était allée à Washington, Jean-Claude Juncker, pour négocier justement un accord provisoire qui permettait de suspendre toute sanction, enfin tout tarif douanier entre les deux pays pendant ces négociations. Voilà, donc nous pourrions avoir la même chose pour la Chine. Alors sans plus attendre, on va commencer par l'avertissement à gaz sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors je salue la salle de trading. Alors bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Eliane que je salue également. Gérard, Antoine, bonjour à vous. Alors j'ai une question de Antoine. J'ai regardé le webinaire consacré aux bandes de Keltner que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que son utilisation est aussi répandue que les bandes de Bollinger chez les professionnels ou chez les particuliers? Alors non justement. D'ailleurs, on me pose souvent la question, on me fait souvent la remarque que c'est les bandes de Bollinger que j'utilise. Or, c'est les bandes de Keltner. Voilà, j'ai souvent des commentaires. C'est beaucoup moins connu les bandes de Keltner. Les bandes de Bollinger, c'est vraiment l'enveloppe peut-être la plus, l'indicateur qui enveloppe une moyenne mobile le plus connu. Donc non, les bandes de Keltner sont beaucoup moins connues. Après, pour les professionnels, écoutez, je ne sais pas si les professionnels utilisent plus les bandes de Keltner, de Bollinger ou autres indicateurs. Vous savez, c'est très opaque les stratégies de trading des professionnels, des institutionnels. Voilà. Donc bonjour à vous Louis, Brice, que je salue également. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Rapide tour de l'actualité. Donc au niveau de la Fed, nous avons eu les minutes hier qui indiquent un relèvement des taux pour décembre, enfin qui confirme ce relèvement des taux qui aura lieu, donc de 25 points de base. Et par contre, on fait savoir que les trois relèvements des taux attendus en 2019 devraient être vus comme une prévision souple et que voilà, ce n'est pas du tout figé, que ça dépendra beaucoup des facteurs externes comme la croissance mondiale et également la tendance du dollar. Au niveau de la macro américaine, nous avons eu les dépenses de consommation des ménages américains qui ont signé en octobre leur plus forte progression en 7 mois, plus 0,6% en octobre, mais les pressions sous-jacentes, le fameux indice PCE Core, indique une inflation qui a ralenti en octobre sur un rythme annuel, ça donne plus 1,8% contre 1,9% qui était prévu et qui était également lors de la précédente publication. Voilà, donc un léger ralentissement de l'inflation, le dollar qui a clôturé globalement l'équilibre et marché américain en très légère baisse. Donc voilà. On continue en Asie. Au niveau de la Chine, on a le PMI manufacturier qui a stagné pour la première fois en 2 ans. Donc quand on parle stagné, c'est-à-dire qu'il est à 50. 50, c'est une phase où on est entre la contraction de l'activité économique d'un composant, soit des services, soit l'activité manufacturière, ou de l'expansion. Voilà. Dès que ce chiffre est au-dessus de 50, dès que le PMI est au-dessus de 50, on parle d'expansion, et quand ce chiffre est en dessous de 50, eh bien, on parle de contraction. Et donc là, 50, eh bien, écoutez, c'est-à-dire qu'il il y a eu ni d'expansion, ni de contraction de l'activité manufacturière. Toutefois, le PMI composite qui inclut également les services et voilà, il me semble à 50,8 points. Donc voilà, c'est tout de même en expansion si on doit faire un bilan sur l'économie de manière générale, mais pas sur le PMI manufacturier.
Concernant le Japon, la production industrielle a rebondi de 2,9% en octobre, son rythme plus élevé depuis janvier 2015, ce qui permet au yen de légèrement progresser ce matin et au Nikkei de progresser également. Au niveau de l'Italie, alors on a tout d'abord hier le comité économique et financier de l'UE qui ont approuvé la mise en œuvre d'une nouvelle étape visant, dans la procédure disciplinaire qui vise l'Italie. Et ce matin, on a le quotidien, donc un quotidien italien que je ne vais pas citer le nom parce que je ne parle pas italien, qui rapporte que le gouvernement travaille sur une proposition visant à réduire l'objectif du déficit pour parvenir à un accord avec l'UE. Il se dit que le gouvernement italien pourrait chercher à réduire le déficit à 2% du PIB pour 2019. Ce qui pourrait être positif dans le cadre de ces négociations avec Bruxelles. Au niveau de la guerre commerciale, on a, comme je vous l'ai dit, des sources américaines et chinoises qui ont indiqué que les États-Unis et la Chine envisagent de conclure un accord provisoire permettant de suspendre la mise en place de nouveaux tarifs douaniers. Et enfin, sur le pétrole, deux sources industrielles ont indiqué que la Russie est de plus en plus convaincue du besoin de réduire la production de pétrole conjointement avec l'OPEP. Donc ce G20, il sera vraiment très très important. C'est pas un G20 comme les autres puisqu'on a Donald Trump qui annule sa rencontre avec Poutine, mais il rencontrera le prince d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman. Poutine pourrait faire l'intermédiaire entre ces deux dirigeants parce qu'il a annulé sa rencontre bilatérale avec Poutine, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rencontrer Poutine. D'accord ? Donc il y aura peut-être des échanges à mon avis sur le pétrole et sur l'affaire Khashoggi entre le président américain et le prince d'Arabie Saoudite. La Russie avec Poutine pourrait servir d'intermédiaire. Nous aurons également le dîner, comme je vous l'ai dit, entre Xi Jinping et Donald Trump. Et voilà. Vraiment, c'est ça vraiment les sujets qui seront importants à suivre lors de ce G20. Bien évidemment, il n'y a pas d'heure de prévu pour ces rencontres, donc c'est pas possible de prévoir en avance quand est-ce qu'il y aura un retour de la volatilité qui pourrait être provoqué. Voilà. Au niveau de la science américaine des asiatiques, donc on voit qu'on a eu une légère baisse des marchés actions américains hier après une forte hausse la veille, donc rien d'inquiétant. Le DXY qui a clôturé globalement à l'équilibre. Ce matin, nous avons le 10 ans américain qui prend un petit point de base, 3,02%. Le yen qui est en légère hausse, le gold en baisse puisqu'on a, comme vous savez, lorsqu'on a une hausse du dollar, on a généralement une baisse de l'or. Le Nikkei et le MSCI Emerging Markets sont en hausse également. Et au niveau du calendrier économique, donc l'IPC de la zone euro, alors c'est pas le prévisionnel, donc voilà, ça sera pas non plus une source de volatilité majeure. Et ensuite, 14h30, le PIB du Canada. Alors si, pardon, c'est l'IPC prévisionnel, excusez-moi. Et IPC corps de la zone euro prévisionnel, donc ça sera celui qui devrait être source de volatilité. Donc 11h et 14h30 seront les deux rendez-vous sur le plan macroéconomique de la journée. Voilà, donc passons au vif du sujet. On voit rapidement ici sur la performance relative de chaque devise vis-à-vis du dollar depuis l'ouverture de la séance asiatique. On voit que le NZD, le yen surperforme, mais bon, très 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 légèrement. Il n'y a pas vraiment de tendance ce matin. Vraiment le marché qui est en wait and see concernant ce fameux G20, puisque vraiment plus ou moins toutes les devises vont être impactées par ce qui va être dit pendant ce G20. Voilà, donc pas vraiment de tendance ce matin sur le Forex. Au niveau des indices, on voit que les indices se replient depuis hier. L'Eurostoxx 50, vous voyez qu'on a une belle prise de bénéfice depuis les 3200 points. Voilà, l'Eurostoxx 50 qui est en baisse. Concrètement, l'Eurostoxx 50 pourrait revenir à son pivot hebdomadaire. Enfin, il va changer de son pivot hebdomadaire la semaine prochaine, mais voilà, dans la journée, il pourrait clairement baisser cet Eurostoxx 50. Le marché qui devrait être assez prudent. On n'a pas de catalyseur qui permettrait de justifier un achat sur les indices ce matin. On n'a pas eu d'annonce positive depuis hier, donc voilà, il n'y a pas vraiment le marché devrait prendre des bénéfices puisque sur la semaine, il me semble que les marchés actions sont quand même en gain. Alors je regarde en hebdomadaire, voilà. En hebdomadaire, on a quand même une hausse sur les marchés actions européens, ce qui, dans cette période assez délicate entre le Brexit, je vous rappelle qu'on a le Parlement britannique qui votera, qui se prononcera sur l'accord du Brexit le 11 décembre.
donc dans un peu moins de 2 semaines. Nous aurons l'OPEP la semaine prochaine. Nous avons le budget italien, donc on n'a pas de deadline, mais voilà, ça devrait beaucoup se jouer en décembre et également lors des prochaines séances. Nous aurons également voilà ce G20, donc voilà, on a quand même pas mal de sources de volatilité pour cette fin d'année, qui peuvent être autant des opportunités que des menaces, hein, puisque voilà l'Italie, si on a un accord sur le budget, comme vous le savez, ça devrait permettre au marché européen de rebondir, l'euro également, le DXY qui est beaucoup alimenté par les craintes d'un ralentissement de l'économie chinoise et bien d'un conflit entre Bruxelles et Rome. Voilà, c'est deux catalyseurs qui vraiment, avec la Fed, impactent le plus le dollar USD. Si on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, il y a fort à parier que les marchés actions rebondissent fortement et que le dollar clairement perd peut-être 5 points sur le DXY. En tout cas, je ne serais pas surpris. Donc, dans cette période où on a quand même pas mal d'incertitudes, le marché a, à mon avis, des chances de prendre des bénéfices aujourd'hui, voilà, avant de rentamer la semaine prochaine avec des nouvelles informations provenant du G20. Donc voilà, concrètement, en intraday, l'euro 150 attendu en baisse. Il est à 3175 points actuellement. La moyenne mobile à 10 périodes peut faire office d'objectif ce matin. Au niveau du CAC 40, vous voyez que l'indice est en baisse après avoir atteint les 5000 points. Vous voyez, 5000 points. On a atteint ce seuil mercredi. Jeudi, c'était le point d'équilibre et ce matin, on repart en baisse. Donc typiquement, voilà, une petite prise de bénéfice. C'est pas non plus inquiétant, mais voilà, c'est normal qu'on ait une petite phase de respiration après ce rebond sans réel catalyseur, parce qu'on a un rebond qui n'a pas été soutenu par un facteur majeur. Voilà, donc CAC 40 baisse attendu ce matin sur les marchés actions européens, en tout cas jusqu'à l'ouverture de Wall Street, parce que Wall Street pourrait changer vraiment bien la situation psychologique des investisseurs. Au niveau du DAX, pareil, donc on voit vraiment que les indices ont atteint des niveaux de résistance de court terme, les indices européens, 11 400 sur le DAX, c'est la résistance qu'on avait parlé en début de semaine, le CAC 40, les 5000 points, l'Eurostock 50, les 3200 points, donc on voit bien que les seuils psychologiques, enfin les chiffres ronds, c'est bien des seuils psychologiques. Voilà, donc concrètement, sur les indices européens, il ne faut pas s'attendre à une chute en intraday, à part si au niveau du G20, on a une information qui provient, mais bon, avec le décalage horaire, on ne devrait pas en avoir avant la séance américaine normalement. Donc voilà, la principale menace, enfin le principal focus à très très court terme en intraday, c'est pour le moment l'IPC de la zone euro. Si on a une accélération de la zone euro, ça veut potentiellement dire une BCE qui va procéder à une hausse des taux en 2019, ce qui est pour le moment pas encore certain, même si la BCE indique que voilà, à partir l'été prochain, il y aura pas de hausse des taux. Elle a affirmé que la BCE qu'il n'y aura pas de hausse des taux, jusqu'à l'été prochain, mais les probabilités de Reuters donnent une hausse des taux pour septembre de l'année prochaine. Donc si on a une inflation corps qui accélère, ça serait bon signe pour la BCE, et donc ça pourrait être interprété comme une approche de la fin de la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne. Donc voilà, l'IPC, c'est le principal focus pour les indices européens ce matin. Au niveau de Wall Street, tout se joue, comme je vous l'ai dit, à 2600 points. Voilà, là, on a une petite prise de bénéfice sur Wall Street hier, mais voilà, encore une fois, les 2600, c'est le support à ne pas passer. 2600, 2550, c'est une de 50 points. Concrètement, si on passe en dessous, faut s'attendre, je le répète, à un crack peut-être de 10%. Voilà, faut s'attendre à une baisse très très importante. Les 2600 vraiment sont majeurs. Donc on a toujours eu notre signal là du VIX qui avait été donné le mercredi au soir, qui est toujours d'actualité. Faut s'attendre voilà un petit repli ce vendredi, je pense, sur les marchés, à part si on a un catalyseur qui vient changer la donne. Mais voilà, je ne serais pas surpris si ce vendredi, nous avons une baisse du S&P jusqu'à 2709 points et ensuite qu'on ait un retour de l'appétit la semaine prochaine. Voilà, ce G20 vraiment sera un pivot pour cette fin d'année. Voilà, donc S&P 500, tant qu'on est au-dessus des 2600 points, à moyen, long terme, ce support concrètement se paye, puisque si on passe en dessous de ce support, il y a fort à parier que on ait vraiment un sell-off, un mini crack sur les marchés, comme un peu ce qu'on a connu au mois d'octobre.
Au niveau des techs, on a une tendance qui est globalement similaire. On a eu une consolidation, une légère baisse hier. Vous voyez, après être revenu à 6900 points. L'objectif en swing trading, c'est toujours qu'on a cherché les 7000 points. Après, on peut très bien aller chercher plus au-dessus, un peu plus haut. 7000 points, c'est pas l'objectif 100%. Ça va être la première résistance majeure. Viendra ensuite les 7351, puis les plus hauts historiques vers 7900 points. 7800 points, excusez-moi. Voilà, donc Nasdaq 100, va pas falloir s'attendre à de hausse aujourd'hui, plutôt une consolidation, voire même une prise de bénéfice comme ce qu'on a connu hier. Et voilà, donc ça devrait être vraiment la patience, une journée de transition. Et lundi, un retour, soit de l'appétit pour le risque si on a une avancée positive entre les États-Unis et la Chine, et au contraire, si on a Donald Trump et Xi Jinping qui divergent davantage concernant leur politique économique, eh bien, nous aurions une baisse des marchés actions, de l'aversion pour le risque très probablement, ce qui devrait soutenir, comme on le sait, le dollar et affecter les marchés actions. Alors, au niveau du Forex, le yen qui me semble de plus en plus intéressant à l'achat, puisque regardez ce yen index équipondéré, donc sur TradingView, vous voyez qu'on a un support sur lequel le yen index a beaucoup rebondi depuis ce début d'année, depuis qu'il a intégré ce range. Et faut pas faire attention à l'échelle puisque l'échelle nous intéresse pas. Faut le voir comme un indicateur, faut pas le voir comme un actif, d'accord. Donc cet indicateur yen est sur support. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément rebondir, mais en tout cas le ratio risque-rendement est davantage en faveur d'une hausse tant qu'on est sur ce support. C'est un peu comme le S&P à 2600 points. S&P à 2600 points, le ratio risque-rendement est davantage en faveur d'un rebond plutôt qu'une baisse. Par contre, si on passe sous les 2600, là, il y a davantage une marge de baisse possible plutôt qu'une marge de hausse. Donc voilà, le yen, c'est pas forcément encore le moment de le payer puisqu'on voit qu'on n'a pas de signaux haussiers ni sur les chandeliers ni sur nos indicateurs. Donc voilà, regardez la MACD, on va mettre le RSI. Vous voyez le RSI 44, on n'a pas de divergence haussière. Nous n'avons aucun signal pour le moment haussier sur le yen, mais ça pourrait être intéressant de le surveiller. Les paires yen pourraient commencer à retracer. Voilà, donc à mon avis, lundi, mardi, en début de semaine prochaine, nous devrions avoir des signaux beaucoup plus intéressants. Voilà, donc le yen me semble vraiment une devise à surveiller puisque on a connu une tendance baissière depuis le début du mois d'octobre. Le yen qui n'a pas vraiment profité du mini crack sur les marchés au mois d'octobre. Et là, du coup, on pourrait anticiper un rebond puisqu'il est sur support. C'est un signal que j'aimerais voir. C'est le même que ce qu'on a connu en fin septembre. Regardez ici sur le RSI ou sur la MACD même. RSI MACD, on a des creux de plus en plus hauts alors que le prix a des creux de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle une divergence et c'est un signal qui permettrait de justifier l'achat sur le yen au prix actuel. Alors je fais un tour des questions. Alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Antoine qui me dit lundi les indices pourraient booster dans un sens ou dans un autre après les résultats du G20, accord ou non US-Chine, et donc si c'est positif, le départ du fameux rallye Noël. Exactement Antoine, c'est exactement le cas. Vraiment, le G20, ça sera un événement pivot pour cette fin d'année. Soit on reste dans un contexte délicat comme ce qu'on a connu, comme ce qu'on connaît depuis le début du mois d'octobre, enfin depuis que c'est calmé, on va dire la mi-octobre. Donc vraiment des turbulences, ça monte, ça baisse sur les marchés, une semaine ça monte, une semaine ça baisse, ou soit on a un accord US-Chine, ou en tout cas un accord de principe, vous voyez, un accord, en tout cas quelque chose de positif qui intervient samedi soir, et dans ce cas-là, ça permettrait de justifier un rallye de fin d'année. GR30, 11 200 points dangereux à la baisse. Alors je vais y revenir Brice. Je vais y revenir dans un tout petit instant. Raymond qui me dit si on ferme nos positions aujourd'hui, est-ce mieux de se repositionner dimanche soir ou lundi matin pour pouvoir encore profiter des mouvements. Alors tout dépend sur quel actif vous êtes positionné, Raymond. Après oui, c'est clair que si vous êtes assez bien exposé, si vous êtes beaucoup exposé, si vous avez
des profits en ce moment, des profits latents, pour avoir prendre clôturer une partie des profits latents, vous voyez. C'est vrai que le week-end, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc ensuite, voilà, ça dépend vraiment vous de votre exposition, de votre gestion de risque, si vous êtes en gain ou en perte. Mais voilà, en tout cas, si vous avez un stop bien géré, dans tous les cas, si vous faites stopper, vous perdrez le montant que voilà, vous avez prévu initialement. Mais c'est clair que dimanche, à l'issue, donc lorsque le marché aura pris connaissance, enfin pourra se repositionner sur les marchés après avoir pris connaissance de ce qui s'est passé au G20, eh bien il y aura très probablement de la volatilité. Donc c'est clair que si vous avez un stop trop serré, autant clôturer vos positions maintenant. Enfin maintenant, en fin de journée, d'ici la fin de journée. Au vu de ce qui se passe sur le DAX plus Fibodax, direction 11 226. Bon, je vais revenir sur le DAX parce que c'est quand même pas mal de questions sur le DAX et je reviendrai sur le Forex. Donc, Fibodax 11 226, très court terme. Oula, alors vous voyez, on a déjà une belle baisse sur le DAX. 11 153, c'est le premier seuil. Ensuite, nous aurons 11 206 points. 11 206 points qui correspond au pivot hebdomadaire. Le spread BTP Bund, pourtant, qui est en baisse de 3 points de base. Bon, c'est pas énorme, mais on est quand même en baisse. Donc, il faut regarder peut-être donc le yen qui s'apprécie. Le dollar qui s'apprécie soudainement, puisque au début du webinaire, ce dollar était en baisse. D'ailleurs, on va le regarder tout de suite, parce que vous regardez le dollar donc dans ce canal. Hier, rappelez-vous, hier matin, le dollar qui testait le bas de ce canal, qui était en train même de sortir par le bas. La clôture, finalement, nous indique qu'on n'a pas de breakout, donc on n'a pas de quoi mettre en place encore des stratégies de vente sur le dollar USD. Les seules devises qui me semblent possibles à acheter face au dollar pour le moment, c'est vraiment l'AUD ou le NZD. Je vais y revenir juste après. Mais donc on voit que le dollar s'apprécie depuis le début du webinaire, donc ça c'est signe plutôt d'aversion pour le risque. Le yen qui est en hausse également, bon on l'a dit, c'est grâce à la production industrielle, c'est pas réellement en raison de l'aversion, mais là on voit quand même qu'on a une poursuite de la hausse. Donc c'est peut-être l'aversion qui reprend le dessus à l'ouverture des marchés européens, et là on voit que le DAX se replie, voilà, 11 206. Finalement le pivot hebdomadaire pourrait être atteint ce vendredi, qui correspond également au S2 hebdomadaire. Voyez. Donc S2 hebdomadaire, c'est un support qui est atteint régulièrement. Voilà, alors que vous savez, le S3, c'est atteint que très rarement. Donc ce que j'aime bien sur les pivots journaliers, c'est que ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de ce que vous pouvez espérer sur un marché en day trading ou en swing trading, voilà, où c'est tout. Le R3, le S3, sachez que c'est très rarement atteint. Donc si vous avez des objectifs haussiers ou baissiers en intraday sur les marchés actions ou même sur l'euro-dollar, peu importe, eh bien vous savez que le R3 et le S3 sont les objectifs 100% que vous pouvez espérer. En tout cas, vous pouvez l'interpréter comme cela. Voilà, donc là on est sur le S1 journalier. Le S2 journalier correspond également au S2 hebdomadaire et qui correspond également à un seuil psychologique, c'est les 11 200 points. Donc 11 200 sera le support en intraday. Va-t-on voir les 10 000, nous dit Brice, sur le DAX? Alors, moi, mon opinion sur le DAX sur du moyen terme, concrètement, tout se tient sur l'oblique, sur cette oblique qui vient chercher le plus bas de 2011-2015. Regardez ici, le creux post crise de la dette grecque. Ensuite, le creux de 2015, enfin 2015, pardon, début 2016. On a cette oblique, et là, vous voyez que le marché travaille entre cette oblique haussière et la ligne de coup, du coup l'oblique baissière de l'épaule, tête-épaule. Donc voilà, on est dans une phase, on va dire, assez neutre. C'est compliqué de d'être positionné, enfin d'avoir vraiment un avis tranché tant qu'on est dans ce triangle formé par ces deux obliques. Si on passe en dessous si on casse cette oblique, si on a une clôture, voilà, sous l'oblique support, dans ce cas-là, il faudra vraiment s'attendre à ce que l'objectif de l'épaule, tête-épaule, eh bien, soit accompli, c'est-à-dire un retour à 10 000 points à peu près. Alors que si on a une réintégration de l'épaule tête de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, ça invaliderait concrètement la figure et donc on irait chercher les 11 250 points. Voilà, donc tout se tient dans ce triangle formé par deux obliques de moyen et long terme.
Alors, Antoine qui me dit, j'ai vu que chez IG Suisse, on pouvait trader des options. Pourquoi n'est-ce pas proposé par IG France? Car là, avec le G20, ce serait intéressant de faire une option à base d'options pour lundi. Alors, oui. Alors, je n'ai pas écoutez, je n'ai pas de réponse à vous donner, honnêtement. Si vous voulez des informations là-dessus, je vous conseille d'appeler donc le service client IG, si vous êtes client IG, ou sinon le bureau français que vous pouvez, enfin ces numéros, vous pouvez les retrouver sur le site IG France, tout en bas du site, vous savez, en pied de page, vous aurez les numéros. Voilà. Bonjour, apparemment on est baissier sur les financières, est-ce logique? Alors, baissier sur les financières, est-ce logique? Alors, sur les financières européennes sont sous pression, surtout au niveau des françaises, à cause de leur exposition sur les actifs italiens, tout comme les actifs turcs d'ailleurs. Donc les box françaises qui sont beaucoup exposées au risque italien. Donc voilà, ce fameux spread BTP Bund, c'est aussi un baromètre important pour les banques européennes, puisque si on a ce spread qui se tend, ça montre des incertitudes croissantes sur les actifs italiens. C'est-à-dire concrètement que le marché vend du BTP, achète du Bund et généralement achète également du dollar, puisqu'on voit que le spread BTP Bund devant nous est corrélé énormément au DXY. Ce n'est pas le DXY bien évidemment qui influence ce spread, c'est simplement que la tension sur ce spread eh bien, montre que les investisseurs vendent des actifs en euros et achètent du dollar. Dollar qui est la devise refuge avec le yen et le franc suisse, sauf que le yen et le franc suisse, eh bien en 2018, non. De façon assez surprenante, n'ont pas tout le temps agi comme devise refuge. Voilà, donc le DXY, devise refuge, et en plus de cela, on a resserrement la politique monétaire de la Fed. Donc voilà, ce qui fait du billet vert un actif vraiment très intéressant lorsqu'il y a de l'aversion pour le risque pour le moment. Voilà, donc c'est pour ça également que je dis depuis maintenant pas mal de semaines que si on a un accord sur le budget italien, eh bien nous aurons une baisse du DXY parce qu'on le voit que les craintes des investisseurs sur le budget italien alimentent le dollar USD. Donc si on n'a plus de crainte sur le budget italien, si on a un accord, ça serait un facteur qui ferait pression quand même de façon significative sur le dollar USD. Voilà, donc sur le Forex, je reviens sur les suggestions que j'ai données hier. AUD CAD, NZD CAD, AUD USD, NZD USD. Ensuite, je ferai un tour de l'euro-dollar, du GBP USD et de l'USD Yen. Donc le NZD USD, journée de baisse hier, ça corrige ce matin comme on peut le constater. Ah non, pardon, je suis en hebdomadaire. Voilà, donc hier, journée d'incertitude totale, puisque vous voyez, on a un doji. Donc ça montre que le marché ne s'est pas décidé sur une direction. On a eu soit une baisse en début, puis une hausse, vous voyez, ou une hausse au début et une baisse en fin de journée. En tout cas, doji, c'est signe donc d'incertitude. C'est pas un signal qui est baissier. Ça peut simplement dire que le marché temporise. En tout cas, le NZD, tant qu'il reste au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours et au-dessus de la bande inférieure de Kettner, eh bien la tendance à court terme reste haussière, tant plus que la tendance de moyen terme est dorénavant haussière, n'est plus en phase de correction. En tout cas, c'est ce qu'on peut affirmer grâce à la Chikou, puisque cette Chikou bien a traversé le nuage. Donc normalement, techniquement, on doit être haussier. En tout cas, c'est la tendance de moyen long terme et on n'a pas de signaux provenant du RSI ou de la MACD qui pourraient venir contredire eh bien cette tendance haussière. On n'a pas de divergence, on n'a pas ces genres de signaux baissiers. Voilà, donc le NZD-USD qui teste les 0,6875. Concrètement, je reste haussier avec un objectif jusqu'à 0,70 $. Bien évidemment, le G20 va être un catalyseur majeur parce que, comme vous savez, le NZD et la UD sont deux actifs énormément dépendants de l'économie chinoise. Donc, si on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, ce sera bon pour l'économie chinoise et donc bon pour les économies australiennes et néo-zélandaises. Et vice-versa, bien évidemment. Donc, l'AUD, pareil que le NZD, on voit qu'on a une tendance haussière illustrée déjà par la Chikou qui traverse le nuage. Donc ça, c'était mercredi. Et à court terme, on a le cours qui est au-dessus de la moyenne mobile à 10 et 20 jours. Donc, tendance qui est haussière. Le RSI également. Alors attention, puisqu'on a une petite divergence. Maintenant, elle n'est
pas encore confirmé et de loin. Il faudrait que le RSI passe sous 50. Donc voilà. L'AUD, je reste haussier en faveur d'un retour à 0,7447. Le plus intéressant selon moi, c'est vraiment les paires en CAD, puisque le CAD, comme vous savez, eh bien, est corrélé au pétrole. Et avec la chute des cours de pétrole actuellement, eh bien, ça permet au CAD de vraiment sous-performer le Forex de façon assez significative. Le baromètre du CAD, c'est vraiment les cours de pétrole. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Donc, le CAD Index que vous avez devant vous. Donc, c'est ni plus ni moins que le dollar canadien face à tous les devises majeures, mais de façon équipondérée. Et nous allons superposer le cours du Brent. Cours du Brent que je vais mettre en marron. Et comme vous pouvez le constater, on a une corrélation qui est totalement positive. Voilà. Donc, baisse du Brent, enfin baisse des cours de pétrole de façon générale, eh bien, baisse du dollar canadien. Donc vraiment, tant que le pétrole restera sous pression, le CAD sera une devise vraiment intéressante à shorter. Et c'est pour ça que l'AUD CAD, on avait eu une tendance, enfin voilà, un signal haussier qui avait été donné mercredi à la clôture. C'est pour ça que jeudi matin, voilà, j'étais en faveur d'une poursuite de la hausse de l'AUD CAD jusqu'à la parité. Ah, donc AUD CAD, c'est direction la parité. NZD CAD, c'est pareil, signal haussier qui a été donné mercredi. Et là, c'est direction 7 oblique baissière qui vient chercher des sommets vraiment quand même de moyen long terme. Le sommet de 2016, 2017 et 2018. Donc vous voyez, la résistance, elle est aux alentours des 0,9250. Donc AUD CAD, NZD CAD, toujours des paires intéressantes à acheter tant que finalement les cours de pétrole sont sous pression. L'euro-dollar, alors l'euro-dollar, c'est le flou total. C'est le flou, d'ailleurs, on voit que le cours consolide. On n'a pas vraiment de tendance. On peut même finalement tracer un triangle, regardez, à court terme. Alors, je vais enlever les bandes de Keltner. Vous voyez, sommet, creux, sommet, creux. Donc on a 4 points. 4 points, c'est ce qui est nécessaire pour tracer un triangle. Et donc la sortie nous donnera un signal. Généralement, un triangle, c'est une figure de continuation de tendance, en tout cas la plupart du temps. Et donc le breakout à la baisse est privilégié. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de breakout à la hausse. C'est pour ça qu'il faut toujours se protéger et que finalement, l'art du trading, c'est l'art de gérer le risque. Donc l'euro-dollar, peut-être que le mieux est d'attendre le breakout pour ensuite eh bien, se positionner soit à l'achat, soit à la vente sur l'euro-dollar. En tout cas, si on a une sortie vers le haut, l'objectif sera dans un premier temps un retour à 1,15, puis un 16,40. Et à l'inverse, si on a une sortie par le bas, ce qui, je rappelle, est privilégié dans un triangle, eh bien, ça serait un signal baissier jusqu'à 1,12,16, puis 1,11,15. Voilà. En attendant, soit vous décidez de trader triangle, mais bon, c'est assez délicat, je pense, ou soit vous attendez le breakout, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, donc l'euro-dollar consolidation, le GBP USD un petit peu dans la même tendance, quoi qu'on voit quand même que le GBP eh bien est quand même assez sous pression. Toutefois, il reste au-dessus de ses sommets de août, ce qui n'est pas le cas pour l'euro-dollar qui les a enfoncés. Donc le GBP, comme je vous l'ai dit depuis maintenant une semaine au moins, je pense. GBP, c'est pas une devise qui va m'intéresser à trader puisque concrètement c'est incertain. On peut avoir un commentaire d'un député du Labour, de Boris Johnson ou voilà, de n'importe qui au Royaume-Uni et la tendance peut s'inverser. Vraiment la tension sur sur vraiment la livre sterling est assez importante, alors que sur FTSE pas vraiment. D'ailleurs on le voit, hein, le FTSE n'a pas été affecté par le vote du Brexit. On a eu le vote du Brexit, ça fait baisser les marchés actions, pas seulement du FTSE mais vraiment partout dans le monde. Ça fait baisser pendant une ou deux séances, il me semble, mais ensuite on a eu le fameux bull market. Voilà, donc le FTSE n'est pas vraiment pour le moment impacté par le Brexit, pas vraiment, en tout cas a priori impacté. Par contre, la livre sterling l'est beaucoup plus parce que suite au vote du Brexit, on a vraiment eu un crack sur la livre sterling. On a eu une phase de rebond en 2016-2017 et depuis le printemps 2018, on a eu une baisse. Donc voilà. Et là, depuis, ça devient extrêmement volatile.
Vous voyez, la taille des chandeliers d'ailleurs est de plus en plus importante. De façon, pour mettre vraiment pour illustrer cette volatilité, on va mettre un rate of change en intraday, enfin sur une journée seulement. Donc là, c'est la performance relative de chaque journée. En vert, c'est une performance positive, en rouge, une performance négative. Et vous voyez bien que la volatilité qui avait diminué, on va dire, en 2018, premier semestre, et bien depuis le deuxième, on a vraiment des chandeliers qui sont de plus en plus importants. Voilà, donc on a une volatilité qui augmente sur le GBP USD. Et le problème, c'est que cette volatilité et puis la direction est assez incertaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment anticiper le mouvement, parce que tout dépend tout se joue sur un commentaire de Theresa May ou de Bruxelles ou d'un député britannique. Bon, donc le GBP, je ne m'exprimerai pas dessus, je ne vais pas donner de suggestion, mais en tout cas, au niveau d'analyse technique, on est sur support, les 1,2657, c'est un niveau de support qui techniquement se paye, puisque vous voyez qu'on a eu un rebond le 31 octobre, proche de ce support. Donc, voilà, j'ai envie de dire qu'il y a des possibilités d'achat proche de ce niveau de prix. On pourrait même plutôt tracer un triangle plus qu'un plus qu'un support. Voilà, donc triangle, figure d'indécision, de consolidation finalement, figure de consolidation. On a le creux, le sommet, le creux, le sommet. On a les 4 points nécessaires pour tracer ce triangle. Et donc le breakout nous donnera une nouvelle direction. Remarquez quand même que on a l'oblique baissière qui a une pente beaucoup plus importante que l'oblique haussière, ce qui indique que la pression vendeuse est beaucoup plus importante que la pression acheteuse dans ce triangle. Voilà, donc GBP USD, pareil, prudence, puisque tout peut se jouer vraiment, ça peut se jouer à rien finalement. Alors l'USD Yen qui me semble de plus en plus intéressante comme paire pour vendre le dollar, acheter le yen. Comme je vous l'ai dit, on a le yen qui est sur un support, enfin le yen index qui est sur un support vraiment important. Le ratio risque-rendement il est en faveur d'une hausse. Maintenant, on n'a pas encore les signaux suffisants. Alors que le dollar, bon, il n'a pareil que le yen, enfin en tout cas c'est un peu similaire, c'est-à-dire que on a des sommets qui ne sont pas de plus en plus hauts sur notre dollar équipondéré, vous voyez. Les sommets sont de plus en plus bas, mais les creux ne le sont pas ne sont pas de plus en plus bas. Les creux sont contenus et on est toujours dans ce canal ascendant. Donc tant qu'on est dans ce canal, je resterai haussier sur le dollar. Maintenant, si on a un breakout, l'USD yen pourrait être extrêmement intéressant à vendre jusqu'au 110 yens. Voilà, donc l'USD yen vraiment, ça me semble être une paire très très intéressante à surveiller, très très intéressante pour aller chercher les 110, à condition bien évidemment qu'on ait un signal du yen index ou un signal du dollar. Mais pour le moment, on n'a ni un signal baissier du dollar, on n'a pas de sortie par le bas, et on n'a pas de rebond du yen. Donc, tant qu'on n'a pas au moins un signal haussier du yen ou un signal baissier du dollar, je resterai à l'écart de l'USD yen. Et au niveau du CAD yen, c'est aussi intéressant, parce que vous savez, le CAD pénalisé par la cote pétrole, le yen sur support, il y a peut-être une nouvelle baisse qui va se jouer. Cette fois-ci, une baisse qui va probablement pas se faire en raison de la baisse du CAD, mais d'un rebond du yen, puisque cette baisse ici, n'a rien à voir avec la baisse du yen. Cette baisse est surtout justifiée par la baisse des cours de pétrole qui a fait pression sur la baisse sur le dollar canadien, excusez-moi. Donc si on a un rebond du yen index, on va avoir une baisse des paires en yen et donc du CAD yen. Et le CAD yen pourrait, en cas de clôture sous cette oblique, vous voyez, sous ce canal, ça serait un signal baissier en direction de cette oblique de long terme qui est chez le point bas 2016 et 2018. Donc jusqu'à 83 puis 82,17. Alors Philippe qui me dit, pour les devises USD-yen est le plus sensible à quelle news économique la meilleure tranche horaire pour la volatilité USD-yen? Alors l'USD-yen, c'est comme je l'ai dit hier, une paire volatile assez, en fait, ça a une volatilité assez régulière dans les 3 séances, donc asiatique, européenne, américaine, puisque voilà, le yen est
énormément tradée. Enfin, c'est l'une des devises les plus tradées dans le monde, vous savez, mais c'est surtout tradé pendant la séance asiatique. Pendant la séance américaine, eh bien, c'est le dollar qui vient, c'est les Wall Street qui vient donner la volatilité aux paires en dollars avec l'USD yen. Et enfin, pendant la séance européenne, vous savez que l'euro, c'est une devise extrêmement puissante, extrêmement puissante sur le forex, qui impacte quand même beaucoup la demande en dollars. L'IPC de la zone euro a un impact sur l'ensemble des paires majeures, si bien évidemment il diffère des prévisions. Pourquoi? Tout simplement parce que la zone euro, c'est la troisième puissance économique mondiale, donc la deuxième après les États-Unis, la troisième après les États-Unis et la Chine. Et donc de ce fait, si la zone euro va bien, eh bien les investisseurs du monde reviennent sur la zone euro, et dans un contexte comme actuellement où c'est un peu tendu en zone euro, ou dans l'Union européenne, eh bien la zone euro, les actifs européens sont délaissés, ou en tout cas les portefeuilles sont allégés, et donc on a une demande de dollars. Donc vraiment, la santé de la zone euro, eh bien impacte vraiment le dollar, et donc de ce fait impacte l'USD yen. Donc l'USD yen, c'est vraiment la paire qui, si vous regardez la volatilité horaire sur une année, et la moyenne chaque heure, d'accord, sur une année, eh bien la volatilité est globalement identique à toutes les heures. Alors que si vous regardez, imaginons l'euro GBP n'est pas du tout volatile pendant la nuit. L'euro GBP ne fait rien du tout la nuit. C'est un range de peut-être 15, 20 ou 30 pips. Alors que à l'ouverture de la séance, pendant la séance européenne, c'est le double, voire plus. Donc la meilleure tranche horaire pour trader l'USD yen, eh bien je vous dirais qu'il n'y a pas de meilleure tranche horaire, puisque l'USD yen a une volatilité globalement constante. On peut utiliser le price of range pour avoir la volatilité intraday. Alors non, puisque price of range, alors après tout dépend comment vous le paramétrez, mais par défaut, c'est prix d'ouverture comparé au prix de clôture. La volatilité, c'est entre plus bas et plus haut. Donc ce qu'il faut vous utiliser, c'est l'ATR horaire sur une heure pour avoir la volatilité. Donc je vous fais voir rapidement. Vous mettez en heure, donc là on est sur le CAD-Yen, d'accord. On va mettre l'ATR, donc ça peut être l'ATR, ça peut être un autre indicateur de volatilité. L'ATR, voilà, et donc là vous avez la volatilité. Vous avez la volatilité chaque heure, et d'ailleurs ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre un histogramme. Voilà, donc là vous avez la volatilité chaque heure sur le CAD-Yen. Sur le SD Yen, vous voyez, ça donne cela. Et si vous regardez par exemple l'euro GBP, oui, on a vraiment des vagues. On a vraiment des vagues. Tout simplement parce que l'euro et le GBP sont deux devises donc européennes, et donc font énormément trader pendant la séance européenne. Voilà. Sylvanie, c'est bon pour un accord US-Chine. Est-ce que ça aurait une répercussion sur les devises en AUD car fortement corrélé aux matières premières, mines en Australie? Exactement, Antoine. Exactement. Corrélé aux matières premières, mais également, encore une fois, l'Australie et même la région Asie-Pacifique, eh bien, à part le Japon, mais de plus en plus, tous ces pays en Asie et dans le Pacifique, eh bien, leur premier client, c'est la plupart du temps la Chine. Et ensuite, la Chine fabrique ces produits, et encore de moins en moins, la Chine vraiment devient un pays d'assemblage. On voit que la Chine importe de plus en plus de circuits imprimés de Corée du Sud, de Taïwan. On voit qu'elle importe de plus en plus de produits manufacturés, mais ensuite elle l'assemble puis exporte vers les pays occidentaux, Japon, Europe et Amérique du Nord. Voilà, donc puisque ces pays en Asie-Pacifique, de par leur situation géographique, eh bien, ont comme premier client la plupart du temps la Chine, eh bien, du coup, cette région est concrètement assez dépendante quand même de l'activité économique de la Chine. C'est pour cela que finalement on a des accords qui sont en train d'être mis en place. Si on regarde depuis quelques années, même depuis un peu plus longtemps, l'ASEAN, vous savez, avec les Philippines, avec beaucoup de pays, l'Indonésie, etc., qui essayent d'avoir
comme une Union européenne, mais c'est encore très très loin puisqu'on n'a rien sur le plan politique, c'est que économique. Voilà, c'est qu'une union économique où on a un accord c'est du libre échange. On a le TPP, l'accord transpacifique, etc., etc., pour essayer justement de réduire cette dépendance envers la Chine. Donc oui, l'Australie, que ce soit l'Australie, la couronne, la devise sud-coréenne, que ce soit le dollar néo-zélandais, ces devises sont influencées par l'économie chinoise. Donc c'est clair que si on a un accord entre les États-Unis et la Chine, eh bien ça va profiter aux actifs chinois, mais également aux devises Asie, Pacifique et aux matières premières. Voilà, donc évidemment que si on a un accord États-Unis-Chine, ça devrait être haussier pour l'AUD et le NZD. Alors je continue rapidement sur les cours de pétrole. Le WTI, WTI Brent, ça consolide proche des plus bas qu'on a atteint en début de semaine, il me semble. Non, la semaine dernière, pardon. $50 sur le WTI. Sur le Brent, c'est 58,50. Ces deux supports sont particulièrement importants. Donc pour 58,50, c'est, vous voyez, le support, le plus haut, pardon, de janvier 2017. Si on a un breakout si on a une cassure de ce support, l'objectif sera d'aller chercher les $55 sur le Brent, qui est le prochain swap psychologique, puis pourquoi pas les $50. Sur WTI, si on a un breakout, le prochain support, moi, que je constate, c'est les $42. C'est le prochain support majeur. Voilà, donc faut faire attention au cours de pétrole. On n'a pas encore les signaux baissiers, donc c'est pas le moment de les shorter, mais c'est pas non plus le moment de les payer, puisque pour le moment, le momentum est clairement baissier et on n'a pas de signaux que ça soit au niveau du prix. Alors on a des oscillateurs qui rebondissent, mais attention, j'alerte sur les divergences. Les divergences, c'est bien, d'accord, c'est utile, mais parfois une divergence aboutit simplement à une consolidation et pas un rebond du prix. Donc voilà, c'est pour ça qu'une divergence toute seule n'est pas suffisante pour trader les cours. Donc voilà, le WTI, un des signaux qui pourrait être important, c'est si on a un breakout de cette moyenne mobile à 20 jours. Voilà, breakout de la moyenne mobile à 20 jours, ça permettrait de confirmer, donner vraiment une crédibilité au rebond. Et dans ce cas-là, aller chercher les $60, qui est le prochain swap psychologique, qui est la résistance pour le WTI. Et pour le Brent, c'est pareil. On a cette moyenne mobile, on n'a pas vraiment de rebond. Vous voyez que le cours est contenu entre 62 et 58,50. Si on a un breakout, si on a une clôture au-dessus de la moyenne mobile, il faudra s'attendre à un retour à 70, 76. Faut pas s'attendre au V-bottom. En tout cas, c'est rare les V-bottom. Les V-top sont beaucoup plus fréquents que les V-bottom, par sur le Forex. Regardez un petit peu, les V-bottom n'existent, vous voyez qu'on a une baisse aussi importante. Les V-bottom sont assez rares. Donc voilà. C'est normal qu'on ait une consolidation. On a une phase de digestion. En plus, je vous rappelle qu'on a le G20 avec la réunion la rencontre entre Mohamed Ben Salam, le prince d'Arabie Saoudite, et Donald Trump. La semaine prochaine, jeudi prochain, on a la réunion de l'OPEP qui devrait aboutir à un jeu de la production. Donc voilà, on a en même temps le marché qui attend des catalyseurs. Alors hier, Trump a réagi contre son conseiller qui plaide coupable d'ingérence russe. Alors oui, on a l'ancien avocat de Donald Trump qui a annoncé, qui a déclaré qu'il avait menti lors de son audition au Congrès sur son implication dans l'ingérence russe. Il avait simplement dit que, alors il me semble, il a un projet immobilier à Moscou de la société de Trump, et donc il avait au Congrès annoncé qu'ils avaient acheté ce projet donc en janvier 2016, alors qu'en fait c'était en juin 2016. Voilà, a priori c'était ça. Et donc du coup Donald Trump a dit que son ancien avocat, sur Twitter, il s'en est pris à son ancien avocat, indiquant que c'était une personne de fragile, qui essayait de se défendre. Rien de très très non plus intéressant. Antoine qui me dit, alors j'ai appelé IG France pour les options, c'est à cause des nouvelles règles de l'ESMA qui interdit tout ce qui est options non régulées, binaires ou autres. En Suisse, il n'y a pas ce problème car ne dépendant pas de l'ESMA. Voilà, mais écoutez, merci à vous Antoine pour cette information.
Et donc au niveau des cours de pétrole, écoutez, les cours de pétrole, c'est enfin les cours de pétrole, le cours de l'or, excusez-moi, c'est un peu comme l'euro, c'est-à-dire qu'il est ce cours de l'or est énormément influencé par le dollar. Donc voilà, l'euro, il n'y a pas vraiment de tendance. On voit que on a un triangle ascendant. Vous voyez, on a des sommets de plus en plus hauts. Voilà, on a des sommets, des creux pardon, de plus en plus hauts. Par contre, les sommets, eh bien les sommets sont stables aux alentours des 1200, en dessous des 1240 $. Donc vraiment, le breakout donnera un signal haussier important. Dans un canal ascendant, bien évidemment, le breakout à la hausse est privilégié. Breakout à la hausse est privilégié parce que l'oblique donne la direction du momentum. Dès qu'on a une oblique haussière, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs de plus en plus présents. Et donc là, la pression acheteuse se renforce à mesure qu'on arrive proche de cette résistance à une 140. Il faudra simplement attendre le breakout. Encore une fois, c'est pas parce que un triangle ascendant privilégie la sortie par le haut qu'on ne peut pas avoir de sortie par le bas. En termes de probabilité, il y a plus de chances qu'on sorte par le haut. D'accord? Mais c'est pas impossible qu'on y sorte par le bas. Il y a même des chances qui ne sont pas vraiment, qui sont pas faibles. J'ai pas des chiffres en tête. Pour ceux qui veulent avoir des chiffres sur ces figures chartistes, je vous invite à regarder le site de Bulkowski. Bulkowski qui a étudié pendant une décennie, il me semble, les figures, comment dire, chartistes. Alors, c'est pas ça. Voilà, Bulkowski. Et donc ensuite, vous allez sur triangle. Donc c'est en anglais, par contre, faut parler anglais. Mais bon, c'est pas non plus très compliqué à comprendre. Vous voyez, ascending triangle, donc triangle ascendant. Et là, vous voyez, break-even failure rate. Voilà, 13-11%, pourcentage de hausse. Alors par contre, c'est sur le S&P qu'il a fait tous ces études. Donc voilà, le pourcentage de hausse n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, le throwback, pullback, donc là le pullback après breakout, 57 et 49%. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir toutes les informations statistiques, enfin en tout cas les plus crédibles sur connues. Maintenant, voilà, c'est une étude que lui il a fait. Difficile de backtester des figures chartistes. Voilà, donc l'or en swing trading, la meilleure chose à faire, c'est peut-être d'attendre le breakout. Et si on a un breakout à la hausse, eh bien ça sera la hauteur du triangle par rapport à sa base qu'il faudra répliquer. C'est-à-dire, là on a la base, la ligne de coût, donc c'est à peu près voilà 1236 $. Et il faudra simplement reporter cette hauteur au niveau du breakout. Ça donnera un objectif à 1313. Un objectif bien évidemment théorique. Alors, je regarde les dernières questions. C'est le moment de me poser vos dernières questions, si vous en avez. Pouvez-vous regarder ma question sur le DAX même chose pour l'IBEX. Ah oui, j'avais oublié l'IBEX, excusez-moi, hier. Alors, le DAX. Alors, je la cherche, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ah, voilà. On peut utiliser le price of change pour avoir la volatilité. Sur le DAX, on a volume pour l'achat. Sur quel niveau? Ah oui, pardon. J'avais pas lu entièrement votre question. Donc, DAX, volume. Bon, écoutez, pour avoir une idée. Donc là, vous mettez price. Non, volume. Volume par niveau de prix. Bon, donc ça va vous permettre d'avoir le nombre des volumes, non pas par jour, ou pas par période de temps, mais au niveau du prix. Et plus il y a de volume, et plus on va considérer ce niveau comme un support ou une résistance. Donc là, vous voyez que pour le moment, on n'a pas beaucoup de volume. Voilà, donc en journalier, là, on est dans un creux de volume. On n'en a pas beaucoup. On a une résistance importante à 11 500, ce qui est normal, et on a un support important à 10 600. Voilà, mais là, on n'est pas du tout dans une phase où on a beaucoup de volume. Et donc,
Oui, pour l'IBEX. Alors l'IBEX est baissier, comme vous pouvez le constater. Voilà, finalement l'IBEX, vous savez, c'était une des idées de trade pour cette année que j'avais annoncé en janvier. Et finalement, c'était vraiment pitoyable pour le coup. Donc là, on est en belle baisse sur l'IBEX et et voilà, on a une oblique de long terme ici. On va probablement venir chercher. Vous voyez, c'est l'oblique qui a cherché le point bas de 2012, le point bas de 2016. Donc c'est l'équivalent de celle qu'on a sur le DAX, vous savez, où on est en train de tester, enfin qu'on est en train de tester, oui. Donc l'IBEX, on ira probablement chercher les 8433 à condition bien évidemment que le S&P ne décolle pas. C'est-à-dire que si voilà, on a un accord US Chine, un accord commercial US Chine, ou en tout cas qu'on s'y approche à l'issue de ce G20, ça serait un argument pour un rallye haussier de fin d'année. Et l'IBEX en profitera également. Voilà, donc tout vraiment dépend de ce G20. Par contre, si on n'a pas d'accord, si on a même des tensions qui augmentent entre les deux pays, l'IBEX ira très probablement chercher cette oblique. Là, on voit que on a un support ici, au niveau des volumes, hein, je parle bien 8700 points. Et une résistance importante à 9720. Sachant que Trump veut mettre à mal l'Europe dans sa stratégie de guerre commerciale, je privilégie toujours la baisse. Mais écoutez, c'est un point tout à fait, comment dire, légitime. Donc voilà, tout à fait légitime. Après, bon, de toute façon, ça c'est la spéculation. Personne ne sait ce que va faire Trump. Après, oui, c'est clair que pour le moment, sa politique visait beaucoup à impacter plutôt enfin dégrader les relations en tout cas. En France équivalent, ce sont les livres de Baron qui a fait un travail équivalent. Très bien, Antoine. Donc Baron qui aurait fait un travail équivalent. Donc c'est pour ceux qui ne parlent pas anglais, eh bien vous pouvez lire les livres de Baron sur bien évidemment l'étude des figures chartistes. Donc les deux livres de Baron, voilà, on me l'envoie. Antoine m'envoie ces livres, donc voilà. Je n'ai pas lu ces livres, hein, donc je ne saurais vous dire si ils sont bien. Voilà, donc en conclusion de ce point de marché, toujours haussier sur l'AUD, le NZD. En tout cas, techniquement, je suis haussier. Le yen qui m'intéresse de plus en plus à l'achat. On n'a pas encore signé haussier, donc faut pas se précipiter non plus. Il y a que le CAD yen qui me semble possible de payer, donc enfin de vendre, pardon, donc vente du CAD et achat du yen. Le CAD, c'est la seule devise qui me semble intéressante à vendre pour le moment. Et maintenant, le focus, c'est vraiment le G20. Lundi, tout peut changer. Tout peut changer. On peut avoir un rebond des marchés actions. Voilà, on peut avoir le début d'un rallye de fin d'année, le fameux rallye de fin d'année qui se fait attendre. Ou alors, on aura davantage de baisse. Le S&P passe sous 2600 et là, il faudra s'attendre à une baisse très très importante des indices boursiers. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés. Je vous souhaite également un très bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour ma prochaine revue des marchés.